Bienvenue dans le 56 cast numéro 67, autrement appelé le 67 cast. Je me lâche pas. Ça commence fort, ça commence très fort. Bonjour Tristan Lito, mais c'est parce que tu es là et que tu me mets de bonne humeur. Ah, voilà, ça fait plaisir. Ça va? Ouais, super, à fond, comme d'hab. Tu vas nous parler d'un sujet hautement d'actualité qui est la guerre entre Apple et le FBI. Ouais. Autrement dit, le clash des géants. Ouais, faudrait mettre une petite musique de fond. Comme ça, voilà. Ouais, voilà. Voilà. Et après, je vous parlerai des meilleurs développeurs de jeux d'escape room du moment. Mais pour l'instant, donc, tu vas nous expliquer pourquoi Apple est fâché contre le FBI ou inversement. Oui, il y a tout, c'est une super histoire, vachement glamour, il y a du sang, il y a des morts, il y a de l'argent, il y a des barbouzes. C'est vrai qu'il y a du sang et qu'il y a des morts. Eh ben oui, parce que ça a commencé le 2 décembre 2015 à San Bernardino, en Californie. Il y a eu 14 morts avec un couple qui est allé, qui était pris visiblement d'une rage meurtrière. Évidemment, c'est l'Amérique, il y a des armes et ils sont allés tuer des collègues du mari. Et donc ils ont fait un massacre, 14 morts, c'est monstrueux. Et ils ont détruit leurs deux téléphones, le sien et à lui et le sien à elle. Mais il restait un troisième téléphone, un iPhone, qui était le téléphone professionnel du mari. Et lui, il a été retrouvé. Et donc, la grande question que se pose l'Amérique, les enquêteurs du FBI, est-ce qu'il y avait des infos dessus ? Est-ce qu'il y a des infos dessus ? Est-ce que c'est des gens qui sont cinglés ? Est-ce qu'ils font partie d'une cellule ? Est-ce qu'on peut remonter d'une cellule terroriste ? Est-ce qu'on peut remonter ou pas ? Franchement, on n'a pas l'impression qu'ils fassent partie d'une organisation terroriste. Ça ressemble plus à un massacre à l'américaine, comme malheureusement les États-Unis ont l'habitude, c'est-à-dire des gens qui pètent un câble et qui tuent plein de gens, plus qu'à un vrai attentat terroriste. Mais à la dernière seconde, ils se sont, après le massacre, ils se sont revendiqués sur Facebook comme étant, je crois, de l'État islamique, etc. Donc islamiste, pardon. Donc voilà. Ils sont pas morts ni arrêtés ? Si, ils sont morts, donc on peut plus leur poser de questions. Mais donc il reste. Enregistré un truc avant qui a été diffusé après ? Ouais, ou après, je sais pas. Mais ça a pris du temps, hein, en fait. Ils sont, ils sont pas morts tout de suite. Et donc il reste en fait les cadavres et cet iPhone 5C. 5C. Et ça a son importance, que le fait que ça soit un iPhone 5C. Alors déjà, on sait qu'il y a, avec les téléphones, ils ont énormément d'infos. C'est comme tous les smartphones ou même tous les téléphones un GSM. Et ben ton opérateur, il sait qui t'a appelé, où t'étais, sur quel, où tu t'es déplacé, parce que tu es connecté à différentes antennes. Voilà. Qui t'a appelé, combien de temps, ce genre de choses. Bon. Donc ils ont beaucoup de données, et ils n'ont pas l'intérieur du téléphone. Donc c'est-à-dire le contenu en fait, des messages. Ils l'ont parce que c'est un iPhone. L'utilisateur avait mis en place la sauvegarde sur iCloud. Donc Apple a une sauvegarde de l'iPhone dans iCloud. Et le FBI est bien sûr allé voir Apple en disant: on veut tout savoir ce qu'il y a dans cet iPhone, donnez-nous ce que vous avez. Et Apple a fait: bon, vous avez un mandat, je vais m'exécuter, je vais donc vous donner la sauvegarde iCloud du téléphone. Et on s'est rendu compte que la sauvegarde iCloud, elle datait de plusieurs semaines avant. C'est-à-dire qu'il avait désactivé la sauvegarde iCloud 6 semaines avant l'attentat. Donc il manque une tranche historique de 6 semaines qui est dans le téléphone. Qui est dans le téléphone. Le téléphone, il est protégé par un code numérique à 4 ou 6 chiffres ou plus, on ne sait pas. Et tout est chiffré sur le téléphone. Et donc, le FBI dit... Et le truc, c'est que c'est chiffré pas parce que le propriétaire du téléphone l'avait chiffré. Ah c'est parce que les iPhones, maintenant, ils sont chiffrés par défaut. C'est depuis Snowden, non ? Oui, évidemment. Les iPhones sont chiffrés par défaut. Exactement. Et Apple a fait un argument de vente, en fait, de ça. Nous protégeons la vie privée de nos utilisateurs. Donc c'est chiffré, sauf si tu connais le code. Et alors évidemment, on se dit, il n'y a qu'à essayer tous les codes. Après tout, s'il y a 4 chiffres, ça fait quoi, 10 000 possibilités. Ça se tente, sauf que l'iPhone... c'est très mal sécurisé si ça marchait comme ça. Voilà. Déjà, il faut taper les chiffres, c'est pénible. Et puis, il y a peut-être, on ne sait pas, une sécurité qui fait que, au bout de 10 essais, l'iPhone s'efface tout seul. C'est optionnel ou pas.
entièrement. Donc, t'es face à tes 10 000 possibilités, bah, t'as 1% de chance. Ça serait embêtant pour la personne qui possède l'iPhone si elle se le fait voler et que le mec réussit à effacer tout ce qu'il y a dessus. En même temps, tu te le fais non, voler. parce que t'as une donc, sauvegarde iCloud, et puis de toute façon, ton truc, donc, t'as perdu le matériel, mais tu perdrais aussi les infos, mais elles seraient pas perdues puisque t'en as une sauvegarde dans l'iCloud. Donc, c'est plutôt bien pensé. En plus, même si c'est pas limité à 10 tentatives erronées, le système est tel que plus tu fais d'erreurs, plus il te demande d'attendre entre 2 essais. Ah oui. Et donc, les 10 premiers échecs, tu peux les faire vite. Et puis après, il faut attendre de plus en plus longtemps, et jusqu'à 1 heure entre 2 saisies de code, quoi. Et évidemment, sur 10 000 possibilités, c'est juste pas envisageable pour les vieilles. C'est comme sur Ikea.fr, tu te plantes 2 fois, ils te demandent d'attendre 3 jours, ou un truc comme ça. Ou après, faut que tu les appelles ou que tu leur écrives un mail pour débloquer. Sur Ikea, je pense que ça va mal finir. Donc, j'ai du mal à reprendre ma petite chronique, pas comme moi là. Je transpire maintenant. Bon, et donc je suis obligé de regarder mon papier du coup. Oui, donc 10 tentatives et de plus en plus de temps entre chaque tentative. Et donc le FBI, pas content, dit écoutez Apple, il faut que vous fassiez quelque chose, il faut que vous nous aidiez. Regardez, j'ai déterré cette vieille loi de 1789. 1789, donc avant l'invention de l'iPhone. La sécurisation des smartphones. Voilà, qui dit que c'est une histoire de mandat et en gros ils seraient obligés d'après cette loi de fournir toute l'aide qu'ils peuvent donner. Et en particulier, le FBI dit cette aide consiste à faire une version modifiée du logiciel iOS, version qu'on mettrait sur ce téléphone, on fera une mise à jour, et dans cette mise à jour, eh bien, il y aurait... la mise à jour si le téléphone est bloqué. Tu le branches sur un appareil, genre un PC, et tu fais la mise à jour en mode récupération... oui, enfin, un ordinateur personnel, si tu veux. Tu fais la récupération du système et ça perd pas les données, mais ça installe un nouveau système. Et ce nouveau système, évidemment, ne serait pas limité à 10 tentatives et n'aurait pas ce système de ralentissement des réponses. Et en plus, ils disent, pendant que vous y êtes, vous avez qu'à faire que la saisie, elle peut se faire en Wi-Fi ou en Bluetooth. Comme ça, au lieu de payer un stagiaire à taper des chiffres les uns après les autres, eh bien, on enverrait des séries de chiffres en Wi-Fi ou en Bluetooth, et puis comme ça, en 3-4 heures, c'est plié. Et Apple, là, a dit, écoutez, on n'aime pas les terroristes, mais il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Et donc le PDG Tim Cook d'Apple s'est fendu d'une lettre publique qui est mise sur le site web d'Apple et qui dit, c'est pas possible. Parce que ce que vous nous demandez, finalement, c'est une backdoor, une porte dérobée, et ça veut dire que on va créer une faiblesse dans l'iPhone et ça va mettre la vie privée de tout le monde en danger. D'ailleurs, il y a un dessin qui explique ça vraiment très très bien. Oui, un dessin du dessinateur de comics Stuart Carlson. Son site c'est carlsontoons, je crois. .com. Voilà. Effectivement, où on voit Tim Cook, le patron d'Apple, derrière un iPhone, prêt à ouvrir une porte dans l'iPhone. Derrière lui, le FBI anxieux d'accéder aux informations, mais le problème c'est que derrière eux, il y a effectivement des pirates éventuels et surtout des régimes oppressifs. C'est-à-dire qu'on imagine très bien que, évidemment, alors je ne veux pas citer de nom, mais de grands États qui oppressent des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, des opposants politiques, eh bien, sachant que cette version de l'OS existe, ils peuvent aussi l'exiger sur leur territoire. Pour aller dans les téléphones de tous les gens qui les dérangent. Et là... Alors attends, on va laisser du suspense là-dessus pour mettre une virgule, what the fuck. C'est un vrai cliffhanger, on dirait, voilà. Comme ça, tu auras encore plus de mal à reprendre le sujet au même endroit après, et je rigolerai bien. Non, parce que c'est un mec qui s'appelle Dustin Sky et qui s'amuse à faire léviter des toupies. Ça s'appelle le lévitron, c'est une toupie magnétique en lévitation au-dessus d'un socle. Mais sauf que lui, il fait des bulles de fumée par-dessus. Enfin, il fait tous des montages comme ça pour que ça soit joli comme tout. Allons-y. Voilà. Classe. C'est déjà... Bon, jusque-là, tout va bien. Oh mon Dieu! Et la
fumée, elle tourne. Et c'est beau. C'est un peu mystique, tu vois. Je vais faire ça à la maison. Oui, hein. Voilà, ça s'appelle Levitating Top in a Smoke Bubble, et il en a plein d'autres, vu du dessus, vu du dessous, avec d'autres combinaisons, et une bulle dans une bulle, enfin, c'est la folie. Vas-y, maman. Voilà, donc maintenant, il faut que j'en prenne. Je sors les rames. Donc oui, c'est un vrai problème parce que ça serait créer une brèche, oui. Et c'est comme si on faisait une brèche dans un barrage, tu vois. Si tu commences à creuser un petit trou dans un barrage en disant c'est juste là, et évidemment tout va finir par péter. C'est exactement le même problème. C'est que dès lors que tu commences à dire au FBI oui, je vais vous faire une clé, mais c'est juste pour San Bernardino, eh bien à ce moment-là, ça va. On fait pas confiance au FBI pour garder la clé, c'est que non, parce que bon, c'est quand même s'il y a une ouverture, elle peut être forcée en fait. Voilà. Enfin, alors après, le FBI, pour être très honnête, dit oui, mais ce qu'on pourrait envisager, c'est que l'outil, il reste dans les mains d'Apple. Et c'est un outil qui est spécifique, parce qu'on mettrait le numéro de version de ce téléphone dedans, et donc il ne marcherait qu'avec ce téléphone qui a ce numéro de version, ce numéro d'identifiant. Le problème, c'est qu'à partir du moment où ça existe, effectivement, d'autres régimes peuvent demander l'utilisation, enfin la modification pour d'autres téléphones. Puis de toute façon, ça va fuiter. Peut-être l'adapter face à ce hack, sans doute. Normalement, il n'aurait pas. Normalement, le FBI n'aurait pas accès au système, juste aux données du téléphone. Il y a des discussions en ce moment entre le FBI et Apple. Mais si le système existe et a été développé quelque part chez Apple, il peut être récupéré par des gens malfaisants. Il peut fuiter. Regarde, c'est un grand classique. Tu vois, à Hollywood, on voit régulièrement des films fuités avant même leur sortie, alors qu'ils sont pas censés sortir des studios. Tu vois, donc alors que une raison très mystérieuse, ouais. C'est vrai que ça sort. Tout leur business, il repose sur le fait qu'ils sont protégés. Et pourtant, ça sort. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit complètement différent. Apparemment, il y a eu un exemple récent. Il y a Juniper, qui est un constructeur américain de pare-feu, qui avait, il y avait une faille dans un pare-feu et une faiblesse dans un algorithme qui, apparemment, aurait été introduite intentionnellement par la NSA pour qu'elle ait accès aux choses qu'il y a derrière le pare-feu, et que des attaquants auraient réussi à reprogrammer pour s'y introduire aussi. Exactement. Donc, ça se fait. Ah mais bien sûr, c'est une longue histoire. Dès lors que tu commences à mettre des backdoors, on se rend compte qu'elles sont utilisées un peu partout dans le monde. Parfois, elles restent longtemps invisibles, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont pas utilisées. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas encore rendu compte qu'elles sont utilisées. Mais oui, donc créer une backdoor, ça crée une brèche dans le produit, et ça veut dire que on peut être encore plus fliqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les collègues d'Apple, Google, Facebook ont fait « Ah oui, nous sommes avec Apple sur le sujet, c'est vraiment scandaleux. » T'as pas l'air d'y croire, hein. Pas complètement, parce que Apple, contrairement à Google, ils peuvent dire sans rougir « On ne veut pas tout savoir » sur nos utilisateurs. Et ils le disent noir sur blanc, your data is your business, vos données, c'est vos affaires à vous, et on n'a pas besoin, c'est pas notre business. Ce qui est un jeu de mots, en fait, sur le fait que vos données, c'est le business de Google et de Facebook. Donc vraiment, le métier, fondamentalement, c'est tout savoir sur tous les utilisateurs pour fournir des services personnalisés, et surtout vendre de la publicité personnalisée aux ceux qui sont des vrais clients, c'est-à-dire les annonceurs publicitaires. Donc évidemment, Google et Facebook qui disent oui, on est du côté d'Apple, de fait, ils le sont pas vraiment, parce que eux, leur vrai métier, c'est d'espionner l'utilisateur, ou disons plus précisément, de vraiment tout savoir sur les utilisateurs, alors que chez Apple, la notion de vie privée, c'est un vrai différenciateur par rapport à Android. Chez Apple, ils n'ont pas intérêt à tout savoir de leurs utilisateurs. Ils ont intérêt à les enfermer, c'est un autre problème, mais c'est pas à tout savoir sur eux. Donc tout ça, ça fait un peu quand même, il y a un côté théâtral. Il y a des camps qui se sont dessinés avec des alliés d'un côté et de l'autre, ça. Oui, oui, c'est très étrange. Par exemple, Bill Gates, ex-Microsoft, a dit je suis du côté du FBI. Attendez, quand même, c'est compliqué. Et le FBI fait un côté théâtral. Comment peut-on se mettre en travers de la justice? Donald Trump a fait bah oui, c'est impossible. Enfin bon, il dit des conneries. Voilà, c'est ça. Moi, si j'étais président, moi je leur tendrais le bras jusqu'à ce qu'ils crachent le morceau. On n'en doute pas. Voilà, etc. Donc il y a ces camps qui s'opposent. Je pense qu'il y a une vraie part de cynisme de la part du FBI
qui finalement a quasiment toutes les données. Entre la vieille sauvegarde d'iCloud et ce qui a été échangé via les réseaux téléphoniques, ils ont probablement tout. Sur cette affaire-là en particulier. Sur cette affaire-là. Donc c'est juste un prétexte. Les autres affaires, ouais. Exactement. Et donc ça sonne vraiment comme un prétexte. C'est une vieille tactique qui est utilisée un peu partout. On l'a vu lors du 11 septembre 2001. Dans les semaines qui ont suivi, le Patriot Act est arrivé, pouf, tout rédigé. Mais non, il était dans les tiroirs. C'est pas que les mecs ont bossé jour et nuit. C'est juste que le machin était prêt et ils étaient en embuscade. Ouais. L'occasion arrive, l'opinion publique est sous le choc. Hop, il faut un Patriot Act, le truc qui va tous nous sauver. Et c'est comme ça qu'il a été adopté. En France, on n'a pas fait mieux. Hein, la loi renseignement après Charlie Hebdo, hop. Là, la loi renseignement, il faut ça. Et là, évidemment, l'opinion publique qui est sous le coup de l'émotion, c'est une tactique de politicien classique. Et des services d'enseignement, c'est écoutez, il faut passer cette loi. Bah oui, en France, on a le procureur de Paris, donc François Molins, qui s'est déjà exprimé là-dessus, qui a dit que Apple et Google rendent la justice aveugle en s'opposant au FBI. Voilà. Donc et c'est là toute la problématique, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et d'après moi, il faudrait, pour moi, je suis du côté d'Apple et de la vie privée et contre le prétexte du FBI. Pourquoi? Parce que là, on est en train finalement de créer un précédent qui va avoir de fait force de loi. Et les lois, il faut aussi les prévoir pour les jours où il y aura Donald Trump au pouvoir ou l'équivalent chez nous, on en a aussi, blond aussi. Donc il faut faire très attention. C'est pas simplement pour aujourd'hui et sans Bernardino et cette enquête, c'est où est-ce qu'on met la limite sur la vie privée des gens et le droit de tout savoir. Et donc, c'est pas impossible que plus tard, on ait des gens qui veulent tout savoir, et c'est pas pour notre propre bien, mais pour assumer leur envie de pouvoir. Donc il faut poser des principes maintenant. Exactement. Et les exceptions sont le mal. Il faut faire des principes, voilà, ouais, c'est ça. Il faut des principes et il faut s'y tenir, même si c'est pénible de pas avoir les toutes dernières données de San Bernardino. Voilà. Ok, et ben en espérant qu'ils tiennent bon alors. Hein. T'as déjà joué à des escape rooms? Non. Tu vois ce que c'est? Je vais te dire que moi je regarde le 56 cast, donc tu me l'as déjà expliqué. Non, mais je parle presque plus de jeu sur le 56 cast. C'est vrai, j'en ai déjà parlé dans le 56 cast. Ah, tu as déjà parlé du... Ah oui, sûr. Pas de Rusty Lake? Non, je crois pas. Non, parce que je me suis demandé hier quand même en préparant l'émission. Non, il y a longtemps. D'accord. Alors, potager du web. Non, parce que donc, dans les escape games, ou les escape rooms, qui est plus facile à prononcer, le principe c'est que tu es dans une pièce, en gros tu as 4 murs, et tu as toujours des meubles, des objets, des plantes, des lumières, et puis tu récupères des trucs qui sont planqués dans la pièce, et puis tu les combines les uns avec les autres, et le but à la fin c'est d'ouvrir la porte et de sortir. Et entre-temps, tu as trouvé des tas de coffres-forts avec des codes secrets, et des mécanismes cachés dans des tiroirs et des ordinateurs sur lesquels il y avait des mots de passe qui ouvrent une trappe qui permet d'aller au grenier. Moi j'adore, il y en a qui détestent. Et le truc c'est que les grands maîtres de ce genre sont tous japonais. Il y a le studio... 58 Works, il y a Petit Ima, il y a Kotori no Su, il y a Neutral, tout ça c'est des japonais, et là on a des espèces de génies de l'escape room qui viennent de débarquer, qui tout d'un coup font un jeu par mois et qui sont néerlandais. Non, un ovni. Un ovni, c'est ça. Tu feras un bon journaliste toi, un ovni. Et donc ils sont arrivés en mars 2015, le 25 mars 2015, ils ont ouvert leur blog, il s'appelle Rusty Lake, donc le lac rouillé, et ils écrivaient quand de sombres créatures vivent sous la surface ou quand les tableaux prennent vie. Et en fait, Rusty Lake, c'est non seulement le nom de leur studio, mais c'est aussi le thème autour duquel ils développent tous leurs jeux. Alors t'as l'impression qu'ils ont une histoire qu'ils ont déjà préparée depuis des années dans leur tête, et qu'ensuite, c'est ça en fait, c'est comme la loi renseignement, ils avaient tout préparé, et tout d'un coup on leur donne le signal, et ils sortent tous leurs jeux sur le sujet, qu'ils le prend par tous les aspects, toutes les facettes et tout. Et donc c'est absolument génial. Donc ça consiste en des graphismes dessinés, des mises en scène surréalistes, on a souvent l'impression d'être devant un tableau de Dali, et un scénario complètement nébuleux, ponctué de flashs qui font peur, un peu à la Shining, et t'as toujours l'impression qu'il va y avoir un ascenseur qui va te déverser des flots de sang à la gueule. Non, ça fait vraiment peur. Est-ce qu'il y a des chats comme la semaine dernière?
Ouais, il y a des chats, en général, ils bouffent des mains de cadavres. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Et en même temps, avec des jolis graphismes comme tout. Donc, leur série principale de jeux s'appelle Cube Escape, parce que c'est toujours dans une pièce en forme de cube. Donc, j'ai une petite vidéo. Ça, c'est Cube Escape The Lake. Là, on est carrément au bord du lac. Le lac rouillé, le Rusty Lake. Voilà, on va le voir par la porte, c'est lui. C'est joli comme tout. Et on installe une canne à pêche, on met un petit appât, on envoie la canne à pêche dans l'eau, et sans vouloir trop spoiler, on ne tarde pas à en remonter un cadavre, c'est pour donner l'ambiance. Dans Rusty Lake Seasons, c'est le premier, il est assez complexe. On comprend que le Rusty Lake, c'est un lieu de repos où on a été envoyé pour notre santé mentale, parce qu'apparemment, on a fait des choses plutôt dans notre vie qui font remonter des souvenirs un peu macabres, et ça n'a pas l'air d'avoir été toujours rose. Et dans Seasons, en fait, on navigue entre les saisons. À un moment, on comprend tout ce qui s'est passé de mal, et on essaye plus ou moins de réparer le passé via des portails de téléportation temporelle. Et tu alternes entre 4 années pour changer le temps entre les 4. Donc c'est complexe, c'est vraiment bien. Et après, il y a des plus petits jeux comme Harvest Box, où on doit jouer la perruche qu'on voit dans un épisode précédent qui est enfermée dans un colis qu'on envoie vers Rusty Lake. Donc là, les 4 murs de la pièce, mais c'est génial parce qu'ils détournent un peu les codes. Les 4 murs de la pièce, c'est le carton. Toi, t'es une perruche dans un carton. D'accord. Voilà. Tu dois sortir de ton carton. Il y a le Case 23 où tu es dans la peau d'un enquêteur policier. Donc pareil, tu abordes l'histoire par différents personnages. Là, tu es l'enquêteur. Tu retrouves le cadavre d'une jeune fille blonde baignant dans son sang. La jeune fille blonde, c'est aussi quelqu'un que tu as vu dans le premier épisode. Donc tu commences à reconstituer l'histoire. T'as Cube Escape The Mill, non mais ils en ont développé plein, qui se passe dans un moulin, et le dernier en date qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Cube Escape Birthday, où c'est notre 9e anniversaire. Donc on est apparemment un petit garçon, on a nos parents qui sont assis, il y a la maman qui dit va chercher le courrier, et puis il y a le grand-père aussi qui dit serre-moi une boisson, et puis après mets de la musique, et donc il donne les premiers indices en fait pour commencer à rassembler des objets, organiser des trucs, et ça se termine très mal, hein. On voit dans cette petite vidéo. Check the mail, darling. Que la lettre nous dit « Aujourd'hui va être le jour le plus sombre de ta vie ». Alors, trigger warning, s'il y a des gens qui sont sensibles à la violence, aux coups de feu, aux meurtres, aux attentats, au sang, aux cadavres, ne jouez pas à ça, sérieusement. Mais sinon, c'est génial. Et donc, ils ont toute l'histoire en tête, et ils sont que 2. Il y a Robin et Martin. Ils n'ont pas voulu me donner leur nom de famille, parce que cela joue un jeu anonymat. Apparemment, ils sont jeunes, ils développent leur jeu en parallèle de leur métier et de leurs études, sur leur temps libre. Ça bouffe tout leur temps libre, ils sont pas rémunérés, ils sont tous gratuits, ils le sortent sur navigateur, sur iOS, sur Android, à un rythme de 1 jeu par mois. Je ne sais même pas comment ils font. C'est juste surhumain. Et donc, ils m'ont expliqué qu'ils adorent le genre de l'escape room parce que ça booste leur créativité pour les casse-têtes, les histoires, et puis qu'ils aiment bien développer des trucs en 3D. Par exemple, ils ont aussi fait un truc qui s'écarte un petit peu de leur genre, qui est la chambre de Van Gogh à Arles. Tu vois le tableau? Et ben ils en ont fait un escape. T'es dans la chambre. Ah, j'en ai entendu parler, et tu te sers des objets, des manteaux qui sont accrochés, du chapeau de paille, du lit avec la couverture rouge là, comme des objets qui vont te servir pour sortir. Et en fait, c'est une idée de génie. Donc ça ressemble à ça. Ils disent l'une des idées derrière Rusty Lake est de donner une dimension supplémentaire à des objets 2D comme les tableaux. Certaines chambres de l'histoire de l'art sont parfaites pour une adaptation en jeu d'escape. Et là, t'as le miroir. Voilà. Ah. Bien sûr, il va se passer un truc à propos d'oreilles. Ça va couper. Il va encore y avoir du sang, comme d'habitude, on commence à les connaître. Et alors, ils ont aussi essayé de faire un jeu autour des valeurs personnelles de Magritte. Tu vois, c'est la chambre avec les murs, ils sont tapissés de... Oui, c'est ça, c'est le ciel avec des nuages. Et puis, il y a un peigne géant qui est posé sur un lit. Et puis, un chapeau melon aussi, je crois. Et ils ont essayé d'adapter ça, et ils n'ont pas pu. Pourquoi? Moi, je sais pas. Moulin Sarr leur est tombé dessus. Parce que c'est pas dans le domaine public. Et merde.
falloir attendre encore combien, un bout de temps avant l'anniversaire de la mort. Donc ils ont été tout frustrés et je suis toute triste pour eux parce qu'ils ont une créativité de dingue. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ils ont sorti leur tout premier jeu payant, donc j'espère qu'ils vont commencer à gagner leur vie parce qu'ils ont un talent fou quand même. Leur tout premier jeu payant est sorti là à la fin de l'année pour Noël, je crois. Ça coûte 1,99 € sur Steam. Ça s'appelle Rusty Lake Hotel. Et là, t'es dans un hôtel, on dirait vraiment Shining en fait. Et t'as des invités qui sont un pigeon, un cerf, un sanglier et je sais plus quoi encore. Et tu dois leur préparer un dîner tous les soirs. Et le cuistot, il te dit, moi je prépare le dîner, mais toi tu vas m'aider à rassembler les ingrédients. Par exemple, ce soir, il faudrait un gigot de cerf. Mais un rapport avec le cerf qui vient manger ou... Ah, trouve-moi un gigot de cerf pour ce soir, sinon on peut pas faire à manger. Ok, je vais faire ça, ouais. C'est vachement bien. Non, l'ambiance, elle est glauque, mais elle est super. C'est vraiment super. Et bah, on va enchaîner sur des poils mignons pour changer un petit peu. Les poils mignons s'appellent Tiny Hamster Agility Course, donc c'est une course d'obstacles pour hamsters. Les hamsters s'appellent Dump Truck et Pork Chop et ils font des slaloms, ils font des bascules, des anneaux et c'est commenté par un commentateur sportif de haut niveau. A cautious approach to the seesaw. Better take it slow but accurate rather than chance losing some points. Oh non! Yes, she made it. Now the hoops. Amazing. What an impressive mastering of this obstacle. Let's get that from another angle. Who doesn't love a fluffy butt cam? Another slow but steady tactic as she heads over the hamster walk. The next obstacle is the weaving poles. This is an assisted event because, well, they're hamsters. What a great finish for Pork Chop. That's going to be hard to beat. Now it's Dump Truck's turn to impress. Et maintenant c'est à l'autre. Alors lui il passe en dessous. Wow. She'll need to go back and redo this part if she doesn't want to lose any points. Smart choice, Dump Truck. Oh, trop fort. She's back on track. C'est trop bien. Et alors, à la fin, ils sont sur des petits podiums et ils ont des petites médailles autour du cou. Ça m'étonne que tu aies choisi celle-là. Vous devez la regarder en entier. C'est une vidéo de April's Animals, voilà, qui est spécialiste dans les hamsters, je crois. Eh ben, merci Tristan. Ouais, y a pas de quoi. Je suis content. J'ai vu des poils et tout. Je reviendrai. Bah, c'est pour ça que tu viens, non? Oui. Eh ben, salut. À la semaine prochaine. À bientôt.